Alors, j'ai la lourde tâche de vous parler de la loi, donc je vais très peu en parler, comme ça ira plus vite. Alors, le zéro phyto, bientôt une obligation légale, ça a déjà été évoqué. La loi Labbé, qui a été promulguée en 2014, interdit aux personnes publiques d'utiliser et de faire utiliser des produits phytopharmaceutiques, et ce à l'horizon 2020 pour l'entretien des espaces verts. Donc, une grande révolution, il va falloir s'en passer. Beaucoup d'entre vous avaient commencé à s'en passer volontairement, maintenant la loi l'indique. Et par conséquent, il va falloir s'y adapter. Alors, n'est pas évoqué dans cette loi la voirie. Alors, bizarrement, ce n'est pas évoqué ici, c'est évoqué maintenant dans la loi sur la transition énergétique, qui donc va également viser à interdire l'utilisation de produits phytopharmaceutiques sur la voirie également. Ça ne s'applique pas aux produits de biocontrôle, donc avec une liste qui a été établie par l'État, et certains produits qualifiés à faible risque. Ça ne s'applique pas non plus à certains cas d'urgence que l'État se réserve la possibilité d'autoriser l'utilisation de produits phytopharmaceutiques pour certains organismes nuisibles. Alors, comme je vous disais, entrée en vigueur au 1er janvier 2020, autant dire c'est quasiment demain, et par conséquent, il vaut mieux s'y préparer. Alors, vous allez me dire, il y a les produits de biocontrôle. Bon, la plupart des grands fabricants de produits phytopharmaceutiques vont en proposer, si ce n'est déjà le cas pour un certain nombre d'entre eux. Alors, un produit de biocontrôle, c'est souvent... il y a le mot bio dedans, donc on dit c'est bien. Maintenant, je vous rappelle que la ciguë, c'est un végétal tout à fait acceptable, et pourtant, si on en consomme, c'est pas forcément très bon pour la santé. Donc, un produit de biocontrôle, c'est pas un produit inoffensif. C'est pas parce qu'un produit est naturel qu'il n'est pas dangereux. Et donc, ça ne dispense pas des précautions qui devaient être prises avec les produits phytopharmaceutiques, notamment les équipements de protection individuelle, les fermetures et l'information des sites lorsque ceux-ci sont traités. Alors, pourquoi ne pas aller tout de suite au-delà de la loi et éviter de subir ce changement en essayant justement de le préparer? Et en préparant ce changement, ça veut dire préparer les équipes, préparer la façon de faire, en trouvant des techniques alternatives, mais aussi préparer les administrés, puisque non seulement ils vont voir le changement dans leur commune, leur collectivité, on va dire, puisque les communes, on ne sait pas combien de temps elles vont vivre, mais également chez eux, puisque la loi va s'appliquer également aux particuliers en 2022. Donc, il faut essayer d'aller au-delà de la démarche et aller vers le zéro phyto, y compris produits de biocontrôle, ce qui évitera de revenir dans quelques années en disant on va aussi interdire les produits de biocontrôle parce qu'ils sont un peu trop toxiques et on les retrouve dans l'eau. Alors, pourquoi interdire, arrêter les phytosanitaires? Alors, pour préserver la ressource en eau, déjà, aujourd'hui, les collectivités dépensent des sommes assez faramineuses pour essayer d'épurer l'eau et la maintenir potable, autant que faire se peut. C'est un coût qui est malheureusement pas reporté sur les produits que l'on vend et qui sont responsables de tout ça. Si on reportait le coût dépensé par les collectivités et l'État dans la préservation de la ressource en eau sur les factures de ces produits, on s'apercevrait qu'ils seront plus très accessibles au commun des mortels. Pour préserver la biodiversité, parce que forcément, c'est pas parce qu'on ne traite qu'une cible particulière que ça n'en atteint pas d'autres, notamment la faune et la flore des sols, ce qui bouleverse aussi la fertilité des sols, la biodiversité terrestre, notamment avec les chaînes alimentaires, et puis bien évidemment le milieu aquatique, avec notamment, plus particulièrement sur la voirie, des taux de transfert des substances qui est extrêmement rapide et qui fait que les produits utilisés en ville sont souvent beaucoup plus efficaces en termes de pollution que ceux utilisés dans les champs. Pour la santé de ces citoyens, puisque pendant des années, on a traité des jardins d'enfants en laissant les enfants jouer tout de suite après,
On s'étonne après de certaines maladies qui apparaissent, sans pouvoir d'ailleurs faire les corrélations, puisque c'est extrêmement compliqué. Pour la santé de ces agents, il y a peu d'agents qui peuvent prétendre ne jamais avoir de petits soucis après l'utilisation de produits phytopharmaceutiques. Il suffit souvent de leur poser la question. Et aussi parce que c'est un peu comme les antibiotiques, c'est pas automatique, c'est un peu la même chose. Si on veut garder l'efficacité de certains produits, il vaut mieux les garder comme ressources au cas où, si vraiment on ne peut pas faire autrement, plutôt que de les utiliser régulièrement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le glyphosate, il y a des endroits où on a des plantes résistantes au glyphosate. À force d'utiliser, on permet à la nature de s'adapter. Et enfin, pour les réserver à des activités qui en dépendent au moins financièrement, alors là, c'est pour se dire qu'en ville, aujourd'hui, on utilise des produits phytopharmaceutiques pour que ça fasse joli. Bon, après, il y en a qui préfèrent le jaune au vert, moi je préfère le vert, mais ça c'est ma façon de voir les choses. Je ne suis pas pour l'utilisation de produits agropharmaceutiques en agriculture, mais au moins l'agriculteur, lui, peut dire moi je gagne mon argent avec ce que je produis, et donc voilà, j'utilise les moyens qui sont à ma disposition. En ville, on peut se poser la question de pourquoi on les utilise, et de se poser la question si c'est vraiment nécessaire de le faire. Alors, comment arrêter les phytosanitaires ? Déjà, il faut bien communiquer. C'est souvent le préalable oublié, c'est-à-dire, je reviendrai tout à l'heure pour en parler un peu plus abondamment. On oublie souvent cette phase qui consiste à expliquer aux élus, à expliquer aux agents, et surtout à expliquer à la population qu'on va changer les méthodes, et comme tout changement, il faut le préparer. Il faut bien sûr former les services à ces nouvelles pratiques, réfléchir à une nouvelle organisation du temps de travail, puisqu'on ne travaille plus de la même façon quand on gère sans phytosanitaire, et par conséquent, on ne peut pas trop l'improviser. On va passer plus de temps à désherber, puisqu'il y a plus de travail manuel ou mécanique, et il va falloir récupérer du temps ailleurs. On verra juste après que si on essaye aussi de faire des choses en faveur de la biodiversité, en diminuant la pression de tonte sur certains espaces, où là, de la même façon, on tond sans trop savoir pourquoi on tond certains espaces, on peut récupérer du temps de travail qui sera, lui, investi dans le désherbage manuel. Et puis se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de désherber là où on désherbait ? Parce que souvent, on désherbe des espaces, quelquefois des trottoirs où personne ne peut marcher. Mais bon, on les désherbe quand même. Ça fait propre, entre guillemets. Est-ce qu'il y avait une bonne raison ? Est-ce qu'on ne peut pas tolérer un peu de végétation, de végétalisation des trottoirs ? Il y a des grandes villes qui aujourd'hui ont accepté, voire volontairement revégétaliser certains trottoirs, parce que l'usage le permettait, et puis parce qu'au final, ça fait joli, et que c'est beaucoup plus simple de passer un coup de tondeuse ou un coup de débroussailleuse, plutôt que d'essayer de le maintenir en gravier. Et est-ce qu'on ne peut pas gagner du temps aussi sur des espaces donc tondus, et en diminuant la pression de tonte pour récupérer ce temps de travail. Voilà, donc c'était une brève introduction, c'est ce qu'on m'avait demandé.